tous. On est ravis de vous accueillir sur cet atelier qui a vocation à, d'une part, présenter le club Mittelstand Santé. Donc moi, je suis directrice des relations institutionnelles et médias à BPI France. Et grâce à l'impulsion de deux co-leaders chefs d'entreprise, nous avons pu créer ce club d'entreprise de la santé franco-allemand. Je vais peut-être venir m'appesantir un instant sur le pourquoi de la création de ce club. BPI France est la banque publique d'investissement qui, chaque année, accompagne plusieurs milliers de projets de croissance entrepreneuriaux. Et on sait à quel point le besoin de transversalité est important dans le cadre des projets de croissance, le besoin d'échange. Et nous nous sommes posé la question sur tout simplement pourquoi est-ce qu'au niveau franco-allemand, il y avait un dialogue assez nourri entre entreprises du DAX et du CAC 40, qu'on ne retrouvait pas aussi facilement à l'échelon des entreprises intermédiaires ou des PME. Alors ça nous a interpellés puisqu'on s'est dit qu'on pensait que ce serait un facteur de création de valeur important que de mettre en réseau des entreprises qui partageaient les mêmes enjeux, surtout dans un contexte où on sait que le passage à l'échelle de l'innovation est très important, dans un contexte où les tensions géopolitiques amènent de plus en plus à devoir développer des projets de coopération. Et donc, on a souhaité prendre le domaine de la santé comme premier territoire pour essayer d'impulser la création d'un club d'entreprise de taille intermédiaire, dont on sait que côté allemand, il est assez, le tissu entrepreneurial est assez dense et on le nomme le Mittelstand. Donc nous sommes interrogés sur la profondeur de champ du Mittelstand de la santé en France et on a découvert des entreprises extrêmement intéressantes, à la fois en termes d'innovation, de création d'emplois. Et sous l'impulsion de deux des dirigeantes d'entreprises qui elles-mêmes sont déjà un pied en Allemagne, un pied en France, on a accompagné la création du club Mittelstand Santé. L'une des coprésidentes est ici avec nous et deux membres très actifs vont aussi partager leur témoignage. Ce club a été lancé en octobre 2021 à l'occasion d'un autre événement et nous avons eu le support à l'époque de la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. Ça a été le top départ d'une réflexion que nous avons voulu mener comme un premier travail collectif du club et de ses membres sur le retour d'expérience que nous voulons tirer de la crise du Covid. Parce que les entreprises de santé ont été particulièrement sollicitées pendant cette crise. Elles se sont révélées des acteurs essentiels de la résolution et de l'accompagnement du patient et de l'ensemble des Français, des citoyens dans la période. Et à l'aune de ces expériences, nous avons voulu formaliser ce qui est aujourd'hui la raison d'être de cette conférence, c'est de pouvoir partager avec vous ce que les entreprises ont pu tirer en termes de points positifs pour la suite de leurs actions. Donc, j'ai passé la parole à Christelle Gaillet-Reboul, la directrice générale de Bebron France, qui va dans un premier temps peut-être nous redonner quelques grandes lignes de ce retour d'expérience. Alors dans l'industrie, on parle de Retex, et puis ensuite on dialoguera avec Yves Le Gouguec de Dräger et avec Christophe Gell d'Hartmann, afin d'avoir leur regard sur cette période passée, qui se révèle finalement d'une cruelle actualité aujourd'hui, parce qu'une crise chasse l'autre. Nous sommes aujourd'hui au pied du mur sur de nombreux domaines. Donc d'abord, Christelle, est-ce que tu peux nous redire en fait la raison d'être du club auquel tu as beaucoup contribué? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc merci Anne-Sophie. Alors la raison d'être du club, je vais déjà dire ce que ce n'est pas. Nous ne sommes pas un syndicat professionnel. Nous sommes un club qui regroupe des chefs d'entreprise européennes avec des intérêts français et allemands, industriels, dans le monde de la santé. C'est très intéressant de discuter, de découvrir ce tissu, comme tu l'as très bien dit, Anne-Sophie. Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait autant d'entreprises qui répondaient à ces critères en France. Et on avait commencé à réfléchir avant la crise. Pourquoi ? Parce que quand on parle de la santé, notamment en France, il y a deux pôles extrêmes. C'est soit on parle de Big Pharma, soit on parle de start-up. Et il y a tout un réseau d'entreprises familiales qui sont là depuis extrêmement longtemps, industrielles en France, qui sont avec des ancrages territoriaux extrêmement forts,
et qui ont aussi des choses à dire, qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi, qui font des investissements et qui ne sont pas, en tout cas qui n'étaient pas entendus jusque-là. Donc avec Elisabeth Ducoté, donc la PDG de Tuan, on a trouvé ces points communs entre nos deux sociétés. Donc Tuan, la maison mère, étant en France avec des intérêts en Allemagne, moi étant la responsable de la filiale française d'un groupe basé en Allemagne. Et il était d'autant plus d'actualité de lancer ce dialogue avec les différentes parties prenantes, de faire entendre notre voix d'industriels, d'employeurs, dans un contexte pandémique absolument inédit, où nous avons dû aussi revoir nos business models, changer nos lignes de production pour répondre à la demande des hôpitaux français et allemands, donc de nos clients européens, pour répondre à la demande en masques, en gel hydroalcoolique, en gants, en mesures de protection, en outils de protection individuelle. Et ça a été une période extrêmement riche et dans laquelle nous avons également commencé à vraiment dialoguer avec les autorités, que ce soit en Allemagne ou en France, pour commencer à aborder ensemble des solutions pour traiter les problèmes de gestion d'une pandémie mondiale. Donc ça, c'était la genèse pré-Covid et ça a été renforcé pendant la période pandémique. Un petit peu, quelques mots sur les débuts du club. Écoute, merci beaucoup. Donc ce retour d'expérience, vous l'avez compris, c'est un retour d'expérience dans la façon dont les entreprises ont travaillé entre elles pendant la crise et la façon dont elles ont dialogué avec les autorités publiques de santé. Les autorités publiques de santé et aussi leurs clients. On est ici à Santexpo, donc on sait qu'il y a aussi sur ce salon de nombreux intervenants hospitaliers responsables qui sont ici. Et donc, ils ont fait partie aussi des interlocuteurs avec lesquels vos entreprises ont dialogué pour essayer de résoudre ce qui apparaissait comme la quadrature du cercle au mois de mars 2020, comment assurer la fourniture de matériel de première nécessité en période de crise. Alors je vais me tourner vers Christophe Gell, président de Hartmann, puisque ce retour d'expérience, nous l'avons d'abord produit en nous basant sur ce qui s'est passé en France. Mais comme vos sociétés sont franco-allemandes, on a aussi eu ce double regard sur la façon dont vous avez interagi, Hartmann en France, avec votre écosystème public et privé de la santé. Et vous pouvez déjà nous donner un premier insight sur comment ça s'est passé aussi en Allemagne. Donc peut-être pouvez-vous nous rappeler quel a été le prisme avec lequel vous avez pris en main la situation en mars 2020 en France pour Hartmann, et quel a été le feedback que vous avez eu du siège en Allemagne dans leur dialogue avec les autorités de santé. Merci Anne-Sophie. Oui, alors l'exemple, c'est les masques. Depuis l'année dernière, ils sont presque plus obligatoires. Il n'y a plus que 2 personnes là, dans l'Assemblée qui en portent. Pour autant, il faut se rappeler qu'en mars 2020, il y a eu une décision très forte prise par les autorités en France qui a été la réquisition des stocks de masques et des fabricants de masques en France. Nous sommes des fabricants de dispositifs médicaux. Nous fabriquons notamment des sets pour les infirmières à domicile. On parle de chambres implantables, donc on parle de soins. On parle aussi d'ouvriers en France. Christelle l'a dit, notre ADN, c'est qu'aujourd'hui, on a une empreinte territoriale forte. On a des emplois, on a de l'industrie. On a juste oublié qu'en mars 2020, nos salariés étaient tout aussi inquiets par cette crise du Covid que le tout un chacun. Et que nous, on a dû les faire venir travailler. Et pour les faire venir travailler, il a fallu déjà commencer par les protéger. Donc oui, du gel hydroalcoolique, il nous en fallait, mais pour eux, il nous fallait des masques pour qu'eux se sentent en sécurité et veuillent venir travailler. Ensuite, dans ce que nous fabriquons, il y a des masques. On a été presque dans l'incapacité de fournir ces masques dans ces kits pour ces infirmières qui, pour autant, faisaient des soins à domicile. Et Dieu sait qu'avec le Covid, il y avait beaucoup plus de patients qui étaient maintenus à domicile parce que les hôpitaux étaient pleins. Donc on avait une demande très très forte de la part de nos clients et un blocage de la part de l'État qui, en réquisitionnant notre fournisseur d'ailleurs français de masques, enfin fabricant français de masques, parce que ça fait partie aussi de notre ADN, quand on peut choisir un fabricant
ou un sous-traitant en France, on le fait. Donc notre fournisseur était français, mais réquisitionné. Ça a été un méli-mélo, un broglio pour qu'on puisse arriver jusque dans les cabinets de l'Élysée pour se faire entendre en disant on existe, on a besoin de fournir aux infirmières, donc on a besoin de masques. C'est pas pour les revendre et faire de l'argent, c'est pour le besoin de santé. Voilà, ça c'est notre expérience en mars-avril 2020. Au même moment, l'administration en Allemagne a contacté les entreprises fabricantes de dispositifs médicaux, a constaté qui était capable de fabriquer ou pas des masques, a confié des commandes et des volumes pour que les entreprises de la santé, du dispositif médical, prennent les mesures nécessaires pour importer des masques en Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autorités allemandes connaissent leur tissu industriel, elles savent à qui téléphoner, elles confient quelque part aux acteurs qui, eux, connaissent la législation, les règles. Il y a encore eu un article ce matin sur des masques impropres aux normes. Plutôt que de centraliser, de réquisitionner et de vouloir faire, l'État allemand, lui, il a confié aux entreprises qui savent faire ce qu'elles savent faire. Donc c'est elles qui ont acheté. Je crois que Hartmann Allemagne, on a transporté dans 80 avions des masques, mais pour le compte de l'État allemand. Mais derrière, c'est toute l'industrie de la santé qui a été fournie, les salariés qui ont pu venir travailler. Donc ça, c'est une expérience aujourd'hui, qu'on a retracée dans notre rétex. Mais il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, là, en mars-avril 2022, le ministère de la Santé en Allemagne a contacté les mêmes fabricants du monde de la santé pour mesurer les conséquences de la coupure de gaz éventuelle de la Russie. Pour mesurer l'impact sur le système de santé et la fabrication de ces produits sur le territoire allemand. En France, personne ne nous a appelés pour savoir qu'est-ce qui se passerait si on était à défaut d'énergie. Voilà. Et c'est ce partenariat entre entreprises et c'est ce partenariat avec les autorités qu'on veut construire avec ce club. À travers ces deux exemples, je pense que vous avez compris où se situent aujourd'hui les problèmes qu'on a à surmonter. Merci. Alors, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce vécu de terrain, parce que le retour d'expérience que l'on a synthétisé dans le manifeste, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui un retour d'expérience, tout simplement, dans ce rétex, il y a des points de sortie que vous avez envisagés. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de partager, c'est que dans ce que l'on met au partage, au vu de l'exemple que tu cites, Christophe, c'est justement la recommandation des membres du club, donc de ces fabricants européens des industries de santé qui sont relativement tous positionnés plus ou moins dans le dispositif médical, c'est justement d'opérer, de recommander la cartographie des entreprises dites essentielles, c'est ça? Tout à fait, parce que aujourd'hui on parle beaucoup de la santé, des startups du futur. Le masque a été à un moment donné reconnu comme un produit d'utilité publique, entre guillemets, ou essentiel. Et aujourd'hui, notre point commun aussi, c'est que les produits que nous fabriquons, c'est pas de la science-fiction, mais c'est des produits dont le bloc opératoire a besoin tous les jours. Il n'y a pas une opération qui peut se passer en France ou en Allemagne si nos produits ne sont pas au bloc. C'est pas de la science-fiction, c'est pas de la haute technologie, mais c'est des produits essentiels aux soins. Et c'est effectivement là qu'on doit être reconnu, entendu. Et effectivement, en étant un club, on se veut avoir une voix, effectivement, ou un partenaire plus fort vis-à-vis des autorités, mais aussi des hôpitaux, pour démarrer ce dialogue dont on voit que dans la culture, effectivement, en Allemagne, il est beaucoup plus présent qu'il ne l'est en France. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Christelle, car dans la crise que nous avons traversée, qui aujourd'hui semble un peu derrière nous, on voit bien dans la salle, le dispositif médical qu'a incarné le masque n'est plus sur le visage de grand monde, même s'il peut être recommandé dans certaines situations. On est néanmoins rentré dans une autre crise avec des origines plus géopolitiques. Ces industries de santé ont prouvé leur résilience pendant la crise. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'agilité dont elle a fait preuve, qu'elle a mis au service des acteurs publics notamment, et peut-être en tirer quelques points plus généraux pour l'avenir? Oui, alors ce qui s'est passé donc après le coup de tonnerre le 17 mars 2020 de la fermeture, du premier confinement extrêmement strict que nous avons vécu, ça a été également le coup de tonnerre de la fermeture des frontières
intra-européen, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien qui passait, ni personne, ni bien, ni service entre les différents pays. Or, il est essentiel de bien comprendre qu'il y a aussi une réalité de désindustrialisation de la France depuis des décennies et qu'il y a finalement peu d'industrie de santé en France qui soit capable de fournir l'intégralité des produits aux hôpitaux, que donc nous importons, y compris de pays européens, des produits essentiels pour les hôpitaux français. Je prends l'exemple de Bebro, nous importons beaucoup de produits de l'Allemagne, et il a fallu s'organiser pour pouvoir maintenir l'activité, pour pouvoir continuer à livrer les produits aux hôpitaux français et aux hôpitaux allemands, puisque nous exportons aussi vers l'Allemagne. Et ce qui s'est passé, la résilience des entreprises, c'est que face à une décision politique très forte de fermeture des frontières, immédiatement, il y a eu un branle-bas de combat, en tout cas dans nos entreprises, où nos CEO respectifs nous ont contactés. Nous avons été en contact avec les ministres allemands et les ministres français, les différents gouvernements, pour réouvrir les frontières. Donc nous avons fait montre aussi de cette résilience de continuer l'activité, d'essayer de trouver des solutions. Nous avons été entendus dans ce moment de crise par les différents gouvernements. Nous avons aussi continué à produire, comme le disait Christophe, nous avons laissé nos usines ouvertes dans un contexte d'incertitude et également de danger pour la santé de nos salariés. Il faut bien se rappeler ça. Mais si nous arrêtons de produire, il n'y a plus, par exemple, de cathéter pour soigner les patients atteints du Covid et à l'hôpital. Si nous arrêtons de produire, si nous fermons les usines, il n'y a plus d'aiguilles pour injecter des produits dans le corps des malades. Si nous arrêtons de produire, il n'y a plus de gel hydroalcoolique pour les infirmières pour qu'elles se protègent à l'hôpital. Donc nous ne pouvions absolument pas arrêter notre production, nous ne pouvions pas fermer les usines et nous avons démontré par là, nos salariés ont démontré par là une très grande résilience et une acceptation du risque et de l'incertitude et nous avons démontré que nous pouvions faire face à ce type de crise. Effectivement, et d'ailleurs, Bebron n'a jamais cessé de fournir les hôpitaux. Je crois qu'aucune de vos entreprises n'a cessé le travail, donc c'est assez remarquable. J'ai envie de passer la parole à Yves Le Gouguet, donc directeur général de l'entreprise Dräger en France. La crise a aussi beaucoup mobilisé l'entreprise, bien entendu. Vous en avez tiré des choses très positives, je crois. Vous l'avez souligné dans le retour d'expérience. Et au-delà de la gestion de crise, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Parce qu'on sent qu'il y a eu une surmobilisation de vos entreprises. Vous avez su travailler entre vous, être relativement agile, suppléer à des tas de difficultés concrètes du fait de l'arrêt de l'économie. Du coup, quelles sont les perspectives sur lesquelles vous aimeriez capitaliser pour la suite, et notamment par rapport aux tensions géopolitiques, à la crise d'approvisionnement et j'en passe, auxquelles nous devons faire face? Oui, effectivement. Alors, je vais prendre un proverbe breton parce que je suis breton. Une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Et je pense que, vu les orages qu'on vient de se taper, on a tous appris individuellement, collectivement, et on est aujourd'hui de très très bons marins et on peut faire face à toutes les tempêtes qui nous arrivent. Par contre, comme tu le dis, il faut qu'on capitalise. Il faut qu'on capitalise cette expérience parce que il faut qu'on prévoie par beau temps, si on peut considérer qu'il y a du beau temps, les orages de demain parce qu'il y aura d'autres orages devant nous. Et donc, cette mise en relation entre Christophe et Christelle en parlait, avec les autorités de la santé, entre industriels européens, il faut qu'on la fasse vivre et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ce rétex. Alors quand on parle d'un rétex, c'est quand même 130 pages de documentation qui sont assez fournies, qui retracent un peu tout ce qu'on a pu faire avec nos équipes et tout ce que l'on a appris. Et l'idée, c'est
de conserver, comme Christophe le disait, des points d'amélioration qu'on a notés, notamment le tissu industriel en France, qui était méconnu de la part des autorités de la santé, qui le reste, je pense, encore. Et il faut que les industriels tels que nous, où c'est vrai qu'il y a des produits qui ne se font pas forcément rêver à la télé, c'est des respirateurs lourds de réanimation, c'est du gel, c'est des compresses, c'est des masques, mais c'est essentiel pour qu'un hôpital tourne, et c'était essentiel pour que demain, lorsqu'une prochaine crise va arriver, parce qu'il y aura malheureusement une prochaine crise sanitaire, on sera là encore pour faire face. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse faire partie de cette cartographie des acteurs de la santé. C'est pour ça qu'on arbore fièrement ce coq blanc. On est un acteur de la santé, au même titre que les hôpitaux publics, les hôpitaux privés, la médecine de ville, les structures d'achat, les industriels tels que ceux que nous représentons font partie de cette chaîne de valeur. On a contribué à cette chaîne de solidarité pendant le Covid, on l'a démontré. Si on n'avait pas bien compris que la crise sanitaire, que la souveraineté européenne était importante avec la crise, il y a maintenant la crise de l'approvisionnement. Et si on n'avait toujours pas compris, il y a la crise géopolitique qui est durable. Donc je pense que le sujet maintenant, c'est soyons-nous considérés dans cette cartographie, parce qu'on peut vraiment apporter notre pierre à l'édifice, et en particulier sur un sujet qui est la souveraineté européenne en matière de santé, mais sans doute au-delà. Donc pour donner des points de sortie un peu concrets, en fait le travail que vous voulez souligner, c'est que vous portez au débat le fait qu'il serait utile, nécessaire, de cartographier vos entreprises afin qu'en cas de nécessité de mobilisation, la relation soit fluide, que vous puissiez avoir des autorisations de travail facilitées quand si besoin il y a. Et puis au-delà, je pense, il y a ce fameux plan pandémie sur lequel tu souhaites aussi avoir un mot. Oui, absolument. Alors je pense qu'on avait tous dans nos entreprises, dans nos hôpitaux, dans nos ministères, vous savez, un beau logigramme avec marqué en haut plan pandémie. Et je pense que le 17 mars, on l'a tous ouvert ce tiroir, et puis on l'a vite refermé parce qu'on s'est aperçu que ça n'était pas adapté à une vraie pandémie. Et donc, là aussi, on a tous appris individuellement et collectivement à adapter notre plan de continuité d'activité, notre plan pandémie. On a appris à se connaître aussi avec les autorités de l'État, au niveau du ministère de la Santé, au niveau même des cabinets ministériels. Je pense qu'on a réussi à se faire confiance aussi. Les industriels ne sont pas forcément uniquement des profiteurs d'une situation marché, c'est aussi des personnes qui contribuent tous les jours à aller dans les hôpitaux pour contribuer à cette chaîne de valeur. Et donc, on veut humblement apporter notre petite pierre à l'édifice et faire partie de cette cartographie. C'est à ça que sert ce rétexte que je vous invite à télécharger sur le site de Baby France d'ailleurs, sur la partie presse. Il est de consultation publique, il est dense et il contribue un petit peu à tout ça. Alors, il y a le plan pandémie, il y a la cartographie des acteurs de santé, et puis il y a aussi un sujet sur lequel toutes les entreprises qui ont contribué au rétexte, qui sont au contact des hôpitaux, qui sont au contact des acteurs publics de santé, ont souhaité aussi nourrir par-delà la crise un dialogue et une relation de confiance, c'est ça, avec l'hôpital. Il me semble que la question des achats est aussi une question sur laquelle le rétexte s'appesantit, car vous souhaiteriez que, d'une manière plus globale, il y ait un regard qui soit porté par l'acheteur public sur la façon dont est construit le prix. Ça, c'est un enjeu fondamental. Au-delà de l'enjeu sanitaire, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu territorial, c'est un enjeu sociétal. Il faut vraiment qu'en Europe, on mette en place un European Union Business Act, parce que sinon, on va tous dans le mur. Il y a un enjeu d'activité, il y a un enjeu d'emploi, il y a un enjeu d'innovation, il y a un enjeu de croissance en Europe. Et si on veut éviter d'avoir des crises successives de gilets jaunes, il faut préserver de l'emploi en France, développer de l'emploi en France, industriel, tertiaire, et ça passe par ça, ça passe par
comment collectivement on peut faire en sorte que la commande publique, mais aussi la commande privée, on est nous-mêmes donneurs d'ordre privés, comment est-ce qu'on intègre cette donnée dans notre logiciel de décision? Alors la souveraineté européenne, il y a beaucoup de croyants, il y a très peu de personnes à la messe quand même. Il y a très peu de pratiquants. Quand on veut passer à l'action, quand on passe à l'acte d'achat. Et alors, on n'a pas la solution toute faite, hein, mais c'est ce qu'on appelle de nos voeux dans le REDEC, c'est si demain on veut d'une part une souveraineté sanitaire, c'est-à-dire, comme Christophe et Christelle le disaient, avoir accès aux compresses, aux gels, aux masques, aux respirateurs et sans doute beaucoup d'autres choses, que ce soit d'accès pour le marché européen, il faut que les usines soient en Europe. On l'a vu avec notamment certains médicaments, certains dispositifs. Et deuxièmement, la bonne nouvelle, c'est que si on arrive à faire ça, un emploi industriel direct crée 3 emplois indirects, développe les territoires, redistribue la richesse et a un impact social. Donc c'est quand même tout à fait vertueux. Et en plus, le code, alors je ne vais pas m'amuser à donner les numéros du code de la commande publique, mais le code de la commande publique donne des outils très précis pour justement favoriser la préférence de l'Union européenne. Et il faut que la commande publique ne soit pas un outil juridique au service de l'économie, mais soit un outil économique dans un contexte juridique. L'enjeu aujourd'hui, il est plus économique que juridique. C'est vraiment important. Et nous, on pousse ce message-là au niveau des autorités parce que c'est fondamental, pas seulement sur la santé, mais sur l'alimentaire, sur le numérique, sur la finance, sur le sanitaire, sur l'industriel. Si on passe pas de la bonne intention à la concrétisation de l'achat européen de sociétés qui produisent, qui sourcent, qui innovent en Europe, eh ben on y va tout droit. Dans le mur. Bien, merci. Est-ce que, Christophe, tu veux ajouter un mot sur ce thème ou sur un autre? Toujours. Je crois que par rapport à ce qu'a dit Yves, il y a effectivement cet enjeu d'autonomie. On parle de souveraineté, c'est peut-être un mot qui peut faire peur à certains, mais en même temps, encore une fois, on voit bien qu'aujourd'hui, les enjeux, ils sont au-delà d'une pandémie. Alors effectivement, il y a des statistiques qui disent que des crises pandémiques, c'est à peu près un cycle tous les 10 ans. Et c'est vrai que le plan poussiéreux qu'on avait sorti, daté de 2009, c'était la dernière pandémie, c'est à peu près le cycle des pandémies. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans des situations de crise tout court. C'est plus une question seulement de crise sanitaire, c'est une question de crise financière quelque part, parce que je crois que voilà, nos hôpitaux, nos budgets sont tous en grande difficulté. Ils ont été encore mis plus en difficulté par ce qui vient de se passer. Et aujourd'hui, l'enjeu, effectivement, c'est la commande d'achat, mais c'est plus globalement la chaîne de valeur, c'est raisonner en chaîne de valeur et pas raisonner en prix unitaire. Et ça, effectivement, le chantier va être énorme pour sortir de cette logique de ligne à ligne et de prix unitaire et de raisonnement en chaîne de valeur. Voilà, donc ça, et ça, on pourra le construire que si on arrive à avoir d'abord un dialogue et ensuite vraiment cette notion de partenariat entre entreprises. On a vu qu'on sait s'aider, on sait trouver des solutions pendant les temps de crise, mais seul, on n'y arrivera pas non plus. Déjà, seul en tant qu'entreprise, on n'y arrivera pas. Seul en tant que groupe d'entreprises, on va avancer encore un peu, mais ça ne suffira pas non plus. Il faut vraiment qu'on arrive à établir ce dialogue et à établir ces niveaux de partenariat. Évidemment que l'idée, c'est pas de dire parce qu'on est européen, français, on peut vendre des produits 30% plus chers que des produits qui viendraient d'ailleurs. C'est pas l'objet. L'objet, c'est vraiment de raisonner sur la chaîne de valeur et d'amener de la valeur dans la chaîne de soins et dans le parcours du patient. Alors l'objet du club, c'est évidemment de distinguer les bonnes pratiques. On peut peut-être avoir, puisque le temps passe assez rapidement, Christelle, un exemple. Alors Christophe, toi tu as traité aussi cette dimension collective. Je pense que l'ensemble des entreprises qui forment le club Mittelstand Santé, que vous pouvez voir sur ce kakémono, sont toutes dans une dynamique de on veut contribuer positivement au débat. On est une instance qui se propose d'ouvrir un dialogue avec les parties prenantes publiques, que ce soit sur l'achat, mais aussi sur d'autres thèmes. Est-ce que, Christelle, tu vas ajouter un mot justement sur
les choses qui ont vraiment bien fonctionné pendant la crise avec l'écosystème de partenaires publics? Alors, il y a effectivement l'exemple de la bonne relation qu'on a su développer avec Santé publique France au plus fort de la crise, où on a commencé la crise avec une demande qui a fait x300 sur les produits de réanimation pour traiter les patients atteints de Covid, qui étaient des patients lourds dans les hôpitaux. Chaque hôpital en France a passé ses commandes de manière individuelle, normale. Là, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner puisqu'on ne pouvait pas répondre à l'ensemble de la demande qui, je le répète, a fait x300 en l'espace d'une nuit. Donc là, clairement, le système français a joué à plein avec Santé publique France qui a pris la main, qui a discuté avec les fournisseurs. Nous avons développé ensemble des solutions, notamment des solutions logistiques, pour amener les produits de réanimation, que ce soit des produits pharmaceutiques ou des dispositifs médicaux, aux hôpitaux qui en avaient le plus besoin, dans des bonnes conditions. Donc, on sait qu'on peut le faire. En matière de crise, le système français fonctionne très bien. L'objet du club, c'est justement de dire, comme l'a dit très bien Yves, capitalisons sur les expériences dans une crise extraordinaire pour faire de l'extraordinaire de l'ordinaire et qu'on arrive à développer ce dialogue de manière continue avec les autorités, avec les hôpitaux. Nous faisons partie d'un écosystème. Les industriels font partie de l'écosystème de la santé. Il ne faut pas l'oublier. Et nous, on est prêts aussi à développer des solutions pour favoriser une meilleure prise en charge des patients à l'hôpital, pour aider à de meilleures conditions de travail des professionnels de santé à l'hôpital. Aujourd'hui, nous vivons tous une crise de manque de ressources à l'hôpital. Les industriels peuvent aussi développer des outils pour aider les professionnels de santé à mieux faire leur travail dans de meilleures conditions. Et nous, tout ce qu'on dit, c'est rentrons dans ce dialogue et on peut développer des solutions ensemble. Merci. Peut-être un dernier mot, Yves, aussi, pour ajouter quelque chose, si tu souhaites, dans les points positifs sur lesquels on aimerait capitaliser dans le dialogue avec nos parties prenantes publiques. Oui, je suis d'accord avec Christelle. La crise de la Covid a démontré que la France était armée pour faire face à une crise. Après les quelques balbutiements du début, la France en est très très bien tirée au niveau de la gestion de la crise, globalement. Et par rapport à l'Allemagne, notamment, qui, avec une gestion décentralisée, plus une période préélectorale, il faut l'admettre, n'a pas simplifié les choses de leur côté. Mais la France est capable, en temps de crise, de vraiment se serrer les coudes, de créer une chaîne de solidarité extraordinaire. Maintenant, comme dit Christelle, et c'est un peu l'appel de ce rétexte, c'est préparons les prochains orages en temps calme. Malheureusement, les orages se succèdent à un rythme un peu soutenu, et je reviens sur le sujet, tout est lié. C'est pas uniquement savoir gérer des crises, parce que les crises n'arrivent pas tout le temps, mais c'est gérer une lame de fond qui est une crise, à mon avis, durable. C'est sur la crise sociétale qui s'annonce, la crise industrielle, la crise économique, et ça passe en particulier par la souveraineté européenne et mettre en place cette European Union Business Act, comme les Américains le font, comme les Chinois font, comme toutes les zones géographiques le font, parce que c'est l'avenir de la santé, mais c'est l'avenir de notre économie à toutes et à tous, et on est tous acteurs en plus de ça. Et ce rétexte, c'est une main tendue à une contribution possible. Écoutez, je vous remercie. Donc, comme vous l'avez rappelé, ce document est disponible. Il est une contribution au débat public. Nous aurons le plaisir de partager son volet allemand, puisque à travers cette étude, nous avons beaucoup creusé ce qui s'est passé en France. Et avant la fin de l'année, nous nous sommes fixés, les membres du club, pour objectif de produire le deuxième opus qui traitera de la situation en Allemagne sur la même période. On peut prendre quelques questions, je pense, on a un petit peu de temps, s'il y en a. Au-delà des remerciements, des compliments pour tout ce que vous avez fait, vous avez beaucoup parlé de la souveraineté, de l'économie. Est-ce que, je suis sûr, vous avez aussi évoqué dans votre recherche peut-être la main tendue vers la matière première, c'est-à-dire que pour toutes ces fabrications,
il est évident qu'on a besoin de matières premières. Et cette souveraineté et cette autonomie que vous évoquez, elle passe peut-être aussi par une main supplémentaire ou un canal supplémentaire qui pourrait être associé à ce magnifique club, c'est-à-dire d'y associer demain des fabricants de matières premières qui seraient certainement des alliés de premier poids pour asseoir cette fabrication, cette autonomie, cette souveraineté, comme tu l'as si bien rappelé. Mais c'est aussi certainement une voie sur laquelle vous devez travailler. Je n'ai pas lu le vrai texte, mais je suis sûr que dedans il y a peut-être, et peut-être que c'est l'occasion d'en parler un petit peu et de le développer. Je vais prendre la question. Effectivement, c'est clé, et on le voit actuellement, encore plus aujourd'hui. Il y a un autre encore facteur dans ce dialogue et ce partenariat qu'on doit établir, qui est notre ADN, encore une fois, nos entreprises, c'est notre vision, quelque part à long terme. Et quand on dit long terme, on parle de 25, 50 ans. Aujourd'hui, au vu du contexte, encore une fois, économique, de l'inflation, des décisions qui peuvent être prises presque d'un mois sur l'autre, ou en tout cas d'une année sur l'autre, par les autorités en termes de prise en charge, de remboursement, de systèmes qui changent. Cette incertitude aussi, il va falloir qu'on la règle, parce que quand aujourd'hui on investit dans nos usines, on investit par tranche de 20, 30, 40 millions. Enfin, je veux dire, on investit pour les 25 prochaines années. On investit avec une vision long terme. Si demain on fait effectivement, et vous avez tout à fait raison, on va plus loin vers des fournisseurs de matières à qui on doit aussi donner de la visibilité. Il faut parce que ces gens-là aussi, pour pouvoir revenir en Europe, il va aussi falloir qu'ils investissent, il va aussi falloir investir plusieurs dizaines de millions d'euros. Il va falloir qu'on soit capable de leur donner de la visibilité et du long terme. Et ça, on pourra le construire encore une fois qu'avec les autorités européennes, françaises. On a tous besoin de cette visibilité pour pouvoir investir, pour pouvoir garantir quelque part nos investissements et nos emplois. Donc c'est effectivement une composante importante qui va avec cette vision moyen, long terme, beaucoup plus qu'aujourd'hui très court-termiste sur des changements de règles qui nous perturbent. Je peux que confirmer ce que dit Christophe. Les propos du club, c'est vraiment nous faisons partie d'un écosystème, mais ce qui veut dire aussi nos clients font partie d'un écosystème. Et les décisions qui sont prises, les décisions d'achat, doivent prendre en compte les impératifs économiques, les réalités matérielles de fabrication des dispositifs médicaux, notamment dont ils ont besoin. Et nous devons prendre en compte aussi les impératifs et les contraintes de nos fournisseurs de matières premières. Donc c'est important d'avoir cette réflexion globale, cette réflexion d'écosystème de toute la chaîne de valeur. Et c'est notre demande qu'on ne voit pas juste le produit fini, mais tout ce que cela implique en termes d'investissement, en termes de ressources, en termes d'emploi. Et chaque fois qu'il y a des baisses de remboursement, à chaque fois qu'il y a des négociations à la baisse des prix, c'est des capacités d'investissement en moins pour les entreprises européennes, c'est des capacités d'emploi en moins pour les entreprises européennes, et c'est le message qu'on veut faire passer. On n'est pas sur des entreprises on n'est pas sur les marchés, on ne recherche pas le profit pour le profit. Le profit de nos entreprises, il est réinvesti dans des capacités de production, dans de la R&D, dans de l'emploi. Et tout ce qu'on demande, c'est que ces aspects-là soient pris en compte dans les négociations tarifaires qui nous impactent tous, que ce soit les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs de machines et nous qui fabriquons les produits finis. On a un président élu qui, quand il était candidat, avait annoncé sa volonté de réunir des états généraux de la santé, une grande conférence de la santé, qui serait ouverte aux industriels, ce qui est plutôt bien, puisqu'à présent, ce n'était pas le cas. Donc on va avoir, j'espère, cette opportunité de participer à ces états généraux. J'ai entendu le European Buying Act. Quelles sont les 2 ou 3 autres mesures ou sujets que vous voulez mettre sur la table maintenant à l'occasion de cette conférence de la santé qui va se réunir, là, je ne sais pas quand, à la rentrée, j'imagine. Là, je prends la question, la première.
Nous souhaitons mettre sur la table aussi les impacts des réglementations européennes sur les entreprises européennes et la différenciation que cela crée en matière de compétition, en matière de concurrence entre des entreprises non européennes et des entreprises européennes. Je m'explique. Le MDR, le Medical Device Regulation, qui est une réglementation qui renforce la qualité et la sécurité des produits, c'est donc une très bonne chose, mais a un effet pervers, c'est-à-dire que les entreprises européennes sont les plus impactées par l'augmentation de cette réglementation, avec les contraintes et les coûts que cela entraîne, et crée une distorsion de concurrence entre des fabricants européens et des fabricants non européens. Et nous souhaitons mettre ce sujet sur la table, non pas pour favoriser les entreprises européennes, mais pour qu'elles soient au même niveau de concurrence que leurs concurrents qui fabriquent dans des pays asiatiques, américains, et qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Écoutez, merci pour votre attention et vos questions. On sera ravis de partager le volet allemand sous peu. Merci à vous.